Diarrhée, c'est le fait d'aller d'une façon anormalement élevée à la selle avec et ou une consistance molle ou liquide. Une diarrhée qui dure plus de 4 jours, c'est pas une gastroentérite virale. On passe vers autre chose. Au-delà de 4 semaines, on parle de diarrhée chronique. Et il faut évidemment consulter. Mais AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur William Bérébi est avec nous. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Gastro-entérologue et pathologue, créateur du podcast Merci Docteur et de la première chaîne YouTube dédiée aux pathologies digestives. Et vous avez été nommé récemment ambassadeur du projet French Gut. Tout à fait. Le projet French Gut. Alors French Gut, c'est un projet très intéressant puisque c'est l'INRAE qui le pilote, donc l'Institut de recherche, sur le microbiote intestinal des Français. Le but étant de recruter 100 000 Français d'ici 2027 et d'avoir ainsi, donc on en est à 13 000 pour l'instant, et il faut donc avoir 100 000 selles de Français, donc 100 000 Français donnent leurs selles, grâce à ces selles on les analyse, et l'analyse de ces selles va nous définir ce qu'est un microbiote intestinal français normal, chose qu'on ne sait pas aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous savons ce qu'est un microbiote pathologique. Pathologie par pathologie, c'est pas le même dans l'obésité, dans le stress, dans l'intestin irritable, mais le microbiote intestinal normal, on ne le connaît pas vraiment. Et on saura, en fonction des habitudes alimentaires, de la prise de médicaments, etc., quoi faire. Et l'objectif, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à y participer, puisque effectivement j'ai été nommé ambassadeur du French Gut récemment, c'est de définir ensuite une étude du microbiote fécal, donc des tests qui vont être cette fois-ci valables, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, et de nouveaux probiotiques, donc des probiotiques de nouvelle génération. Mais en fait, on verra ce que c'est qu'un microbiote normal en fonction des microbiotes des Français. Oui, bien sûr. Et on fera la moyenne. Ça va être le microbiote intestinal type du Français, voilà, c'est ça, type du Français. Et avec des variations en fonction de son alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de faire avancer la recherche. J'ai vu un slogan, une seule fois pour accélérer la recherche. Ouais. C'est pas de vous. Non. Rassurez-moi. Non, William j'aurais pas fait ça. Hein. J'aurais pas fait ça. J'ai vu, bon. Mais c'est de la collecte donc de sel, et ça c'est important pour faire avancer la science. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des découvertes tous les jours sur le microbiote, mais c'est quand même encore une grande inconnue, le microbiote. Bien sûr, alors on connaît quand même assez bien, on va dire, sa composition, mais ses fonctionnalités, on en découvre tous les jours. Récemment, on a découvert par exemple que dans l'infertilité masculine, il y avait une dysbiose du sperme de l'homme. Oui, j'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ça. Donc, puisque du microbiote, microbiote du sperme. Ils appellent ça le microbiote du sperme. Oui, bien sûr. Bon. Bah oui, parce que comme vous le savez, les organismes ne sont pas indemnes de bactéries, mais c'est des bonnes bactéries. Mais un microbiote, il y en a partout, dans tous les organes en fait. Et donc, plus ça va, plus on travaille et on étudie différents organes et on fait des découvertes tous les jours. Et donc, ça va être une avancée pour la recherche et pour la médecine microbiotique. Bon, William Bérébi, puisque c'est la saison, vous avez écrit Mission ventre plat chez Marabout et médecine microbiotique, puisque vous êtes l'inventeur de la médecine microbiotique qui vient de sortir en poche. Tout à fait. Comment vous avez appelé l'émission d'aujourd'hui ? La courante, me semble, c'est vous, mais non, c'est pas moi. Docteur J'ai la courante. C'est Docteur J'ai la courante. Donc, comment dire poliment qu'on a la diarrhée ? Vous savez ou pas ? Parce que la courante, bon, c'est familier, mais ouais, il y a que des mots comme ça. Hein, mais les gens qui viennent vous voir en consultation. Oh, diarrhée, c'est un mot quand même connu, Philippe. Hein. Ouais, non, mais ils disent, je viens vous consulter parce que j'ai un problème de diarrhée. Ouais, de sel. Ils peuvent dire j'ai un problème de sel ou j'ai de la diarrhée, etc. Mais bon, diarrhée, c'est quand même un mot aujourd'hui très usité. Ils viennent vous voir pour ça. Ouais. Ah pas que, mais bien sûr que. Non, mais c'est pour vous dire. Est-ce qu'ils vous disent Oui, bien sûr. Oui, il y a la diarrhée, j'ai la diarrhée. C'est un mot que j'entends tous les jours. Bien. Presque. Ah, vous avez une vie, vous. Hein. Quand on parle du transit, il faut être précis. Et en termes notamment de diarrhée et de gastro, vous dites que c'est un diagnostic trop facile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic ? Il y a beaucoup d'erreurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une selle normale ? Quelqu'un qui a un transit normal ? Alors il y a une échelle.
Oui, l'échelle de Bristol. Et j'ai vu qu'il y avait 7 familles. Voilà, 7 catégories en fonction de la consistance des selles. Mais en fait, ce qui compte, l'échelle de Bristol, moi je ne l'utilise pas spécialement, elle n'a pas un grand intérêt à mes yeux. C'est un transit normal, c'est une selle tous les 2 jours jusqu'à 2 selles par jour. Là, on est dans la normalité. Si vous avez plus de 3 selles, ou si vous allez y aller tous les 3 jours, là, on considère que vous êtes soit en diarrhée, soit en constipation. Donc déjà, positionnons ce que c'est que la normalité. La normalité d'un transit. Ensuite, la gastroentérite, oui, effectivement, c'est un diagnostic dont, malheureusement, les médecins abusent. Je veux dire par là que quelqu'un qui a une gastroentérite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir la diarrhée, éventuellement avec des douleurs abdominales, etc., un peu de nausée. Mais c'est une gastroentérite virale, puisque c'est viral dans 80 à 90% des cas, ça dure 3 jours, maximum. Or, on voit des patients à qui il a été diagnostiqué une gastroentérite à répétition, ou des gastroentérites qui dureraient 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça n'existe pas. Donc en fait, dans la vraie vie, si vous avez des selles, donc plus de 2 selles par jour, a fortiori si elles sont molles ou liquides, et que ça dure plus de 3-4 jours, ce n'est pas une gastroentérite virale. C'est autre chose. D'un point de vue sémantique, on fait une différence entre gastro et diarrhée ou c'est pareil, c'est la même chose ? Alors, diarrhée, c'est le fait d'aller d'une façon anormalement élevée à la selle avec et ou une consistance molle ou liquide. Ça, c'est la diarrhée. Donc, c'est un terme générique, si vous voulez, diarrhée. Gastro-entérite, ça définit déjà une infection gastro de l'estomac et entérite de l'intestin. Et elle peut être virale, donc liée à un virus, ou en rapport avec une bactérie, ou éventuellement en rapport avec un parasite. Mais le plus souvent, la gastro-entérite est liée à un virus. Et ça dure 3-4 jours, pas plus. Alors, je vais vous poser une question bête. Est-ce que c'est grave d'avoir la diarrhée ? Alors, tout dépend de la cause. Si vous avez une gastro-entérite virale, c'est pas grave, ça va céder en 3 jours, 4 jours maximum, et puis on n'en parle plus. Bon. Dans une gastro-entérite standard, si elle est très sévère, c'est un peu différent. Si ça dure, c'est là que la problématique va se poser. Donc déjà, une diarrhée qui dure plus de 4 jours, c'est pas une gastro-entérite virale. On passe vers autre chose. Si ça dure au-delà de 4 semaines, on parle de diarrhée chronique. Donc là, on est vraiment dans la chronicité et il faut évidemment consulter. Mais vous pouvez même consulter avant, parce que si vous avez la diarrhée pendant 1 semaine et que s'y associe un peu de fièvre ou du sang dans les selles ou des glaires, vous savez, c'est ces fameux comme des crachats dans les selles, là, il ne faut pas attendre 1 mois pour consulter. Il faut consulter tout de suite. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça peut être une bactérie et non pas un virus. Parce que je vous rappelle que le virus... Alors, expliquez la différence, parce que tout le monde ne fait pas vraiment la différence. Mais c'est très très important, ça. Alors, le virus, si vous voulez, c'est un microbe, mais qui va guérir, dans la très grande majorité des cas, tout seul. C'est-à-dire, il va finir par s'éliminer ou par être éliminé par le système immunitaire de l'organisme. Donc, ça va durer quelques jours et ça disparaît. Une bactérie, ça ne va pas être le cas, puisqu'une bactérie, elle a un potentiel invasif, comme on dit, beaucoup plus grand. Et donc là, dans le cas des bactéries, il va falloir utiliser des antibiotiques. Donc dans le premier cas, pas d'antibiotiques. Et là aussi, il y a malheureusement un excès de prescription d'antibiotiques en France, on le sait bien. Et dans le deuxième cas, il faut utiliser un antibiotique. Alors ça peut être un antibiotique qu'on va utiliser d'une manière présomptive, comme on dit, c'est-à-dire qu'on sait que dans la diarrhée infectieuse liée à une bactérie, c'est tel antibiotique qui va le mieux marcher. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, on fait un examen de selles pour isoler véritablement la bactérie et savoir exactement quel antibiotique donner. Donc, c'est 2 situations différentes. Donc, une diarrhée qui dure 1 semaine ou plus, il faut penser systématiquement à une bactérie. Et là, ça change la donne, puisqu'on va partir vers les examens de selles et vers les antibiotiques. Bon, alors ça, c'est important, c'est de savoir à quel moment il faut identifier les causes d'une diarrhée. Donc, et avec quels examens. Donc vous, quelqu'un vient vous voir en consultation, à partir de quel moment vous vous posez la question ? Alors, si c'est, disons, 1 semaine, et qu'il n'y a aucun signe associé, je vais regarder, la première chose que je vais rechercher, c'est une prise d'antibiotiques. La prise d'antibiotiques, c'est une cause de diarrhée post-antibiotique, puisque les antibiotiques vont créer une dysbiose, c'est-à-dire vont désorganiser et déséquilibrer le microbiote. Et quand vous désorganisez votre microbiote, vous avez la diarrhée. Et ça intervient
combien de temps après la prise d'antibiotiques ? Classiquement, ça intervient entre 2 semaines et 2 mois. Après. Mais on a des cas où le patient il développe une diarrhée plus tard, et c'est en rapport avec une bactérie particulière qui s'appelle, pardonnez-moi pour le nom, Clostridioides difficile. Et cette bactérie, elle est très particulière, il faut absolument la connaître. J'ai eu l'occasion de faire un épisode d'un podcast de RTL sur ce sujet, puisque si le médecin prescrit examen de selles coproculture, donc c'est l'examen type avec examen parasitologique des selles, eh bien, vous n'aurez pas identifié cette fameuse bactérie. Et le patient, il peut errer pendant des mois, voire des années, alors qu'il a cette fameuse bactérie. Donc, antibiotique ou pas, s'il y a eu prise d'antibiotique, je vais systématiquement demander la recherche de cette bactérie. S'il y a des symptômes autres, c'est-à-dire du sang dans les selles, par exemple, des glaires, etc., je vais systématiquement donc, faire des examens de selles et examiner le patient. C'est-à-dire qu'on peut, avant la coloscopie, qui est le fameux examen classique qui permet de visualiser tout le côlon, je peux, grâce à un examen proctologique, au cours de la consultation, déjà voir le rectum. Et si je vois que le rectum, il y a du sang, ça m'oriente vers une maladie inflammatoire type rectocolite hémorragique. Et là, on va aller directement vers la coloscopie. Vous voyez ? Donc en fait, tout va dépendre de la durée d'évolution, des symptômes associés et de la prise d'antibiotiques dans les semaines précédentes. Voilà le premier arbre, si vous voulez, un peu décisionnel. Bon, c'est ça qui vous alerte et qui va vous orienter. Exactement. Il y a d'autres... alors, des examens, il y en a plein aujourd'hui. Bien sûr. On trouve des tests un peu partout. Oui, alors, vous voulez parler desquels ? Alors, il y en a plein. Alors, vous voulez parler, je pense, des tests dits d'intolérance alimentaire. Alors ça, c'est, n'ayons pas peur des mots, la plus grande... Les IgG. Les IgG. Ouais. Hein. Alors, il y a les IgE. Les IgE, c'est vraiment lié à l'allergie. Donc ça, quand on suspecte d'une façon ciblée une allergie à un aliment, ça peut être intéressant de les demander spécifiquement. Mais ça, c'est un cas particulier. Ce qui est prescrit et vendu larga manu par les laboratoires, ce qui est à mon sens totalement scandaleux, et j'ai mis récemment un post sur mon compte Instagram que je vous invite à aller regarder, c'est que ces tests ne veulent absolument rien dire. Alors ils coûtent en moyenne 200 €, et en fait, il faut savoir qu'au cours de la vie, quand on commence à manger des aliments, eh ben, on va développer des anticorps contre ces aliments. Et c'est normal d'en développer, puisque l'aliment, il est extérieur à notre corps. Donc, on va avoir des anticorps anti-blé, anti-œuf, anti-carotte, tout ce que vous voulez. Et donc, on a tous des dizaines de positivités. Parce qu'on a déjà mangé de ces aliments. Au cours de sa vie. C'est ça. Et on développe des anticorps parce que c'est un élément extérieur à nous. Donc, en fait, ces tests ne veulent rien dire. Ils veulent juste dire qu'on a mangé ces aliments. Avouez que c'est un peu cher, 200 € pour savoir que vous avez mangé des œufs ou du pain. Et en fait, les patients, en plus de ça, en plus que ça ne sert à rien, c'est dangereux. Parce que les patients, ils pensent qu'ils ont trouvé la cause de leurs maux digestifs, MAUX, grâce à ces tests. Ce qui est faux. Et donc, des fois, ils ont des exclusions alimentaires, c'est-à-dire ils suppriment des aliments importants toute leur vie pour rien. Et des fois, il y a des errances qui conduisent à des erreurs diagnostiques. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'un patient qui aurait une maladie de Crohn. Il croit que sa diarrhée est liée à l'intolérance ou aux intolérances, et il va errer pendant des mois sans savoir qu'en fait, il a une maladie sérieuse qui nécessite une prise en charge par un gastro-entérologue. Alors, on parle de la diarrhée ce matin, enfin des diarrhées d'ailleurs, de toutes les différentes formes de diarrhée avec le docteur William Bérébi et les façons de les prendre en charge. Vous parliez tout à l'heure des tests qui ne servent à rien. On rappelle le nom des tests qui ne servent à rien. Recherche d'anticorps IgG d'intolérance alimentaire. C'est leur nom. Et c'est facturé, donc 200 € par les labos. Mais ils n'ont aucun intérêt ? Aucun intérêt. Si on vous propose ça, surtout ne le faites pas, vous allez perdre du temps et de l'argent. Qu'est-ce qui explique que les selles deviennent liquides en cas de diarrhée ? Et pourquoi finalement, subitement, 2 heures après, il faut qu'on y aille ? Alors, lorsque vous avez une agression, donc ça peut être des antibiotiques qui créent une dysbiose, ou bien, prenons le cas le plus commun, un virus ou une bactérie. Il va y avoir une inflammation au niveau de l'intestin. Donc les cellules qui vont être en surface, elles vont un peu desquamer, c'est-à-dire un petit peu s'effilocher si vous voulez, et donc il va y avoir un suintement. Deuxième mécanisme, ça va libérer un certain nombre de substances hormonales qui vont accélérer le transit.
Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous avez une diarrhée qui peut être plus ou moins importante. Et donc, des fois, c'est la fameuse débâcle qu'on a connue. Ah non, ne dites pas débâcle. Débâcle de sel. Ah oui, d'accord. Ou débâcle de sel. Après un voyage, une tourista, qui a un autre mode. Alors, tourista, faut savoir une chose, petite précision pour vos auditeurs, c'est que la gastro-entérite classique qu'on a dans nos pays, elle est virale. Par contre, la tourista, donc la diarrhée du voyageur, qu'on contracte en voyageant, eh bien, il y a une bactérie. Donc, c'est pas le même microbe. C'est pas le même principe. Donc, pourquoi ça devient liquide et on a l'impression de se vider parfois ? Par ce phénomène d'inflammation du tube digestif, de sécrétion d'hormones qui sont accélératrices du transit, et par la dysbiose, puisqu'à partir du moment où vous avez l'agression, si vous voulez, par un virus, va déséquilibrer le microbiote. Alors, pendant un laps de temps qui va être plus ou moins long, en général, après une gastro-entérite pas trop longue, on répare son microbiote au bout d'un mois ou 2. D'accord. Mais donc, il est agressé, donc déséquilibre, et ce déséquilibre va transitoirement favoriser la diarrhée, en plus des phénomènes d'inflammation locale et de modification hormonale. Mais pourquoi c'est ce sentiment que ça ne s'arrête pas ? Parce qu'il y a un trop gros volume. C'est-à-dire que notre capacité rectale, le rectum, si vous voulez, en bas, c'est le réservoir. Ce réservoir, il a une capacité de 200 à 300 millilitres. Donc, tant que vous êtes en capacité de ne pas dépasser ce volume, vous allez avoir la selle qui se constitue. Le rectum, il y a des capteurs dans la paroi, il va vous informer que c'est plein, il faut le vider. Mais si au lieu de 300 millilitres, vous recevez d'un coup 1 litre, le rectum, il peut pas absorber. Donc, ça va entraîner une diarrhée, et c'est pour ça qu'il peut y avoir plein de sel d'une façon très rapprochée. Alors pour ceux qui n'ont pas des intolérances alimentaires, mais qui pensent avoir été victimes d'une intoxication alimentaire, en général, c'est combien de temps après que ça se manifeste ? Alors c'est très différent de la gastro-entérite virale ou de la tourista, puisque c'est très rapide. C'est quelques heures après la consommation de l'aliment suspecté. Mais quand vous dites quelques heures, c'est combien ? Parce que entre 3 et 6 heures. D'accord, donc ça veut dire que si on a mangé quelque chose de pas frais ou quelque chose qui n'est pas, qui est pas sain, c'est entre 3 et 6 heures que c'est. Donc ça, c'est intoxication alimentaire. Voilà, toxi-infection alimentaire. Le plus souvent, c'est toxi-infection alimentaire collective, puisque si c'est un restaurant, si c'est une cantine, il y a plusieurs personnes, ou un repas de famille, il y a plusieurs personnes qui vont manger la même chose. Donc l'un des moyens de l'identifier, c'est qu'il y a plusieurs cas en même temps, dans le même unité de temps et de lieu. Et donc, dans ce cas-là, vous avez mangé le midi, 3-4 heures, paf, d'un coup, là, il faut y aller. Et puis, il y a souvent des vomissements associés dans la toxi-infection alimentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres ? Parce que là, on se pose souvent, là, avec Faudil, pendant le mois du Ramadan, parce qu'on mange tous les jours ensemble, en cas de doute, il y a des gens qui n'ont rien du tout et d'autres qui ont des choses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont immunisés contre les intoxications alimentaires et qui ne réagissent pas ? Alors, c'est pas vraiment une immunité, si vous voulez, mais c'est que tout le monde, on a tous un microbiote intestinal différent et une sensibilité digestive différente. On peut avoir des intolérances, il y a des personnes qui ne supportent pas les produits laitiers, les graisses cuites, le gluten, etc. Donc, si vous additionnez tout ça et vous ajoutez à ça le fait qu'il y a des microbiotes intestinaux différents pour chacun, ça explique que à repas égal, il y a des personnes qui vont avoir des symptômes et d'autres rien du tout. Ouais, parce qu'on mène des enquêtes, t'as mangé ça, donc, et c'est vrai que tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Voilà, mais dans la toxi-infection alimentaire, là clairement tout le monde est impacté. Alors à des degrés différents, alors ça dépend aussi de leur âge, de leur état de santé, est-ce qu'ils ont des comorbidités, est-ce qu'ils ont des maladies, est-ce qu'ils prennent des médicaments, etc. Mais dans une toxi-infection alimentaire, tout le monde va être malade, mais alors ça peut aller de un petit inconfort à une catastrophe véritable. Donc là, il y a des degrés. Mais il y a plusieurs cas en tout cas, et ça, c'est très important à savoir. Alors, il y a ce qu'on appelle les fausses diarrhées. Alors, il y a la fausse diarrhée. Vous aimez bien les fausses diarrhées, ça vous fascine, ça? Non, je sais pas. Alors, je sais pas si ça me fascine, mais parce que j'aime bien vous poser des questions. Donc, mais oui, mais je vous taquine. La fausse diarrhée du constipé, par exemple. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, Shkoun ? Alors, très intéressant parce que, si vous voulez, c'est une erreur diagnostique aussi fréquente. C'est-à-dire que le patient vient, il dit « j'ai la diarrhée ». Il raconte son histoire, il dit que depuis des mois ou des années, il prend de l'Imodium, par exemple du loperamide, qui est un ralentisseur du transit, que je déconseille d'ailleurs en cas de diarrhée, de gastro-entérite ou de tourista, puisque ça va bloquer le transit et faire en sorte que le microbe reste plus longtemps dans le tube digestif. Au lieu qu'il s'élimine par les selles, il va rester piégé.
Donc ça peut prolonger la durée et l'évolution de la diarrhée et du microbe. Donc la fausse diarrhée du constipé, si vous voulez, donc le patient pense avoir la diarrhée, parce qu'il l'a senti comme ça ou parce qu'on lui a dit que c'était ça. Et en fait, il s'est aggravé avec des ralentisseurs. En fait, ce qu'il faut comprendre en termes de mécanisme, c'est que quand vous êtes constipé, vous avez donc la capacité, comme je vous disais tout à l'heure, de 300 millilitres à peu près en moyenne du rectum. Si vous n'y allez pas, au bout d'un moment, dans les selles, il y a de l'eau. Il y a une quantité d'eau X. L'eau, elle va devoir sortir à un moment donné. Elle ne peut pas rester piégée comme ça, puisque les selles vont s'assécher, mais l'eau, elle va tendance à sortir. Et à ce moment-là, le patient peut avoir l'impression d'avoir la diarrhée, alors qu'en fait, il est constipé. Ça se voit beaucoup chez le sujet âgé, en particulier, puisque le sujet âgé, il va avoir éventuellement, ou le vieillard, il va avoir plus de mal à s'exprimer, et souvent, ils sont diagnostiqués tardivement, et ça peut aller jusqu'au fécalome. Le fécalome, c'est un bouchon de matière dans le rectum. Et c'est très simple pour le diagnostiquer en fait. Vous allez sourire, mais c'est un simple toucher rectal. Et grâce à je souris pas, j'ai mal d'avance, docteur Bérébi. Alors attention, précision importante, Philippe. Un examen, parce que l'examen proctologique, et là je suis très sérieux, est quelque chose qui fait peur aux patients. C'est-à-dire l'examen proctologique, ça consiste à regarder l'extérieur, faire un toucher rectal et mettre un anuscope, c'est-à-dire une petite sonde comme ça de quelques centimètres pour voir le rectum. Un examen proctologique bien fait ne fait pas mal. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller consulter, notamment des urologues pendant des années. Bien sûr. Alors, urologue, c'est un peu différent. Mais oui, mais c'est à cause de ça que les gens n'y allaient pas. Proctologue. Proctologue, vous vouliez dire. Non, urologue. Ah oui, urologue. Pour la prostate. Pour la prostate. Donc pendant des années, il y a des générations de patients qui n'y sont pas allés parce qu'on leur avait dit qu'ils risquaient d'avoir un examen. Et donc qui ne voulaient pas y aller. Donc voilà, mais voilà, mais si vous voulez retenir une chose, c'est que faut bien lubrifier, comme on dit, et donc un examen proctologique ne doit pas faire mal. Alors il y a d'autres pathologies qui peuvent entraîner des diarrhées, et donc là ça doit alerter. Qu'est-ce qu'il y a comme pathologie ? Alors vous avez plein de pathologies, donc là on va partir sur la diarrhée qui dure plusieurs semaines, et à ce moment-là, ça ouvre le champ, si je puis dire, aux pathologies plus graves. Donc la diarrhée post-antibiotique, à Clostridioides difficile, mais aussi la maladie de Crohn, maladie classique, chronique, maladie inflammatoire chronique intestinale, qui va se traduire par une diarrhée chronique. Donc plusieurs selles par jour, avec souvent des douleurs et une perte de poids et une fatigue. Vous avez également, évidemment, les cancers. Il ne faut pas les oublier. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rester avec une diarrhée qui dure sans consulter son généraliste et un gastro-entérologue ensuite, puisque une diarrhée chronique, ça peut être un mode de révélation d'un cancer du côlon ou du rectum. Vous avez également la maladie cœliaque, qui est la fameuse intolérance au gluten. Ça aussi, ça peut se révéler par une diarrhée chronique. Donc, puis il y a encore d'autres pathologies, la colite lymphocytaire, etc. Donc vous avez la colite lymphocytaire. Alors, c'est quoi une colite ? Une colite. Une colite, ça veut dire inflammation du côlon. D'accord. Et lymphocytaire, ça veut dire qu'il y a des cellules lymphocytaires, donc des cellules de l'immunité qui sont en nombre trop important dans la paroi du côlon. Et ça, on va le savoir en faisant des biopsies au cours d'une coloscopie. Donc vous avez un certain nombre de causes qui ont comme point commun de devoir aboutir à la réalisation d'une coloscopie avec des biopsies pour éliminer une maladie de Crohn, un cancer, etc. N'oubliez le SIBO. Alors le SIBO, c'est pas une cause de diarrhée. La diarrhée n'est pas au premier plan. C'est pas une alternance Alors vous pouvez avoir tout, comme dans le syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est une pathologie qui est bien identifiée avec des critères de Rome. Vous avez diarrhée, constipation ou alternance des deux, associée à des douleurs abdominales chroniques. Donc on va avoir des formes. Quand vous avez un syndrome de l'intestin irritable de type D, donc diarrhée, vous allez avoir la diarrhée. Et il faudra, avant de poser le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, éliminer justement, puisque là on est dans le cadre d'une diarrhée chronique, éliminer les causes organiques, donc les maladies graves, etc. Et le SIBO, lui, la présentation, c'est une pullulation, un small intestinal bacterial overgrowth, ça veut dire une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Et là, au premier plan, on va avoir des ballonnements très importants, des flatulences, donc beaucoup de paix, et ça va être ça, le tableau dominant. Alors, il peut y avoir effectivement des problèmes de transit et des douleurs associées. Mais
la différence entre intestin irritable et SIBO, c'est que SIBO, il y a véritablement une distension abdominale, donc un gros ventre. Pourquoi ? Parce que cette pullulation de bactéries, elle est dans l'intestin grêle, et que l'intestin grêle est beaucoup plus étroit que le côlon. Et donc, quand il se distend à cause de l'air, ça va se voir plus. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour prendre en charge la diarrhée comme médicament ? Tout à l'heure, vous avez dit ce que vous pensiez de l'Imodium. Bien sûr. Donc, vous déconseillez dans tous les cas ? Pas dans tous les cas. Si vous avez une tourista et que vous êtes en voyage, ça m'est arrivé lors d'un voyage épique, et vous avez la diarrhée et que vous devez prendre l'avion. Vous voulez donc qu'on en parle ? Non, ça va aller. Le pire, c'est dans l'avion du retour. Je peux vous donner le pays, si vous voulez. Égypte. Égypte, gagné. Vous voyez, mais je crois que ça va parler à beaucoup de gens. C'était au Caire. Ah ouais. Je prenais l'avion le lendemain. Et bon, pour aller à l'aéroport, il fallait que je prenne un certain nombre de mesures. Donc, j'avais pris, évidemment, du loperamide. Donc, il y a des cas particuliers comme ça. Vous avez beaucoup de diarrhée, vous devez faire une conférence, etc., un voyage. Bon. Mais sinon, d'une façon générale, Smecta. On va essayer. Alors, Smecta, c'est pas mal, mais il y a mieux. C'est le racécadotril. Racécadotril, donc je vous donne le nom commercial si vous voulez, Thiorfan ou Thiorfanor. C'est un antisécrétoire, c'est-à-dire qu'il va empêcher ce fameux mécanisme d'inflammation et de sécrétion au niveau des cellules de l'intestin, et donc il va apaiser ainsi cette diarrhée. Et puis quand vous êtes en voyage et que vous avez une suspicion de tourista, ce que je recommande, c'est, et j'en parle dans mes livres, c'est l'azithromycine, donc 4 comprimés en une prise. Donc c'est un traitement minute que vous emmenez avec vous. Et si vous avez cette diarrhée, eh bien, vous prenez ces 4 comprimés et ça va agir sur votre tourista. Et ça coupe sec. Oui, ça va, parce que cet antibiotique couvre le spectre, si vous voulez, des bactéries qui sont le plus souvent retrouvées dans les pays un petit peu où il y a des touristas. Et donc on passe le cap avec ça. Bien. Donc ça, c'est pour la tourista. Sinon, gastroentérite virale, donc Thiorfanor, Smecta éventuellement, des médicaments quand même contre les douleurs, des antispasmodiques parce que souvent il y a des douleurs, et puis voilà, et on s'hydrate. Alors on s'hydrate pas avec du Coca-Cola. Ah, on en parle après la pub. On en parle. Ah non. Alors on parle de la diarrhée avec le docteur William Bérébi. Alors je vous disais tout à l'heure, je le taquinais, mais alors il y a une idée qui court, qui dit que le Coca en cas de diarrhée c'est radical. Alors oui, le vrai, pas le zéro. Ouais, on parle du Coca. Alors le Coca, effectivement, c'était le grand truc de dire, voilà, vous avez la diarrhée, vous êtes déshydraté, donc pour avoir un apport de sucre et d'eau, vous prenez du Coca et vous enlevez les bulles et vous le buvez. Sauf que c'est pas une bonne idée, puisqu'il y a de la caféine dans le Coca, il y en a beaucoup, et la caféine, c'est un accélérateur du transit. Donc, si vous prenez du Coca, ça va pas agir spécialement. Alors, vous pouvez prendre un autre Coca où il n'y a pas de caféine, ça existe, des Coca sans caféine, mais encore faut-il le trouver. Mais le Coca normal, ce n'est pas bon pour la diarrhée, puisque vous allez avoir de la caféine qui va accélérer le transit. Mais d'où vient que les pédiatres ils conseillent ça aux gamins ? Non mais il y a toujours moi ça m'étonne toujours, et il y a plein de gens qui vont vous dire mais sur moi ça fonctionne. Moi je pense, oui bien sûr, vous pouvez avoir toujours, ça va pas systématiquement aggraver la diarrhée à tout le monde, mais globalement si vous voulez, c'est pas logique de dire à quelqu'un prenez une boisson qui contient de la caféine, alors qu'on sait que la caféine, c'est un accélérateur formidable du transit. Les patients le racontent bien le matin. Quand ils prennent leur café, il y en a plein qui vous décrivent que ça déclenche la selle. Bon, voilà, parce que ça a un effet, ça stimule le péristatisme, en fait, c'est-à-dire la contraction de l'intestin. Donc voilà, donc le Coca, non, vous pouvez prendre du Coca sans caféine, vous pouvez prendre tout simplement de l'eau avec du sucre. Voilà. L'eau de coco, alors ? Ouais, ça c'est autre chose, ça. Non, ça marche pas pour la... L'eau de coco, non, c'est pas très riche en sucre, l'eau de coco. D'accord. Mais pourquoi pas ? L'eau de coco, avouez que c'est pas ce qu'on a le plus sous la main. Donc eau avec du sucre, un bouillon salé, puisque c'est important d'apporter du sel aussi. Voilà, des choses simples. Et puis au niveau alimentaire, évidemment d'autres choses. Mais enfin voilà, le Coca, normal, non, puisqu'il y a de la caféine. Donc c'est une fake news. C'est ça. Je vous parlais de l'eau de coco, puisqu'une étude a été réalisée récemment sur l'eau de coco. Ils ont étudié l'efficacité de l'eau de coco chez les patients atteints de RCH. Je vois que vous suivez bien mon compte Instagram, Philippe. Alors absolument pas. Alors moi je suis pas du tout abonné au compte du docteur William Bérébi.
Et donc, bon, alors vous êtes un grand chercheur. Non. En effet, non, mais c'est très intéressant. Je suis votre compte et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, mais c'est très intéressant. Pour une fois, vous trouvez quelque chose d'intéressant. Non, je plaisante. Donc, si vous voulez, très sérieusement, de plus en plus, on découvre que des aliments des aliments ont un rôle intéressant et voire très intéressant dans l'équilibre du microbiote intestinal. Et donc là, cette étude, elle porte sur l'eau de coco. Donc ils ont pris des patients qui ont une rectocolite hémorragique qui était stabilisée, d'accord, et qui était sous traitement, pardon. Et lorsqu'ils faisaient une poussée, donc légère à modérée, ils leur ont donné de l'eau de coco, dans le cadre d'une étude évidemment, dans une étude clinique, et ils se sont améliorés d'une façon très spectaculaire par rapport au placebo, puisqu'il y avait un groupe placebo, comme il se doit. Et donc, c'était 200 millilitres 2 fois par jour. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont amélioré les patients cliniquement, d'un point de vue des symptômes, donc, mais aussi sur le plan du microbiote. Donc, ça laisse l'idée, en filigrane, que ça pourra rejoindre les probiotiques dans la mise en rémission, ou dans le traitement même, de certains patients qui ont une rectocolite hémorragique. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On sait qu'il y a certains probiotiques qui fonctionnent dans la rectocolite hémorragique. Lesquels ? C'est le VSL3. C'est quoi le VSL3 ? Alors, c'est un ensemble de plein de bactéries en très grande quantité, du coup, puisqu'il y a une inflammation très forte. Et donc, pour rééquilibrer le microbiote du rectum, il y a des grandes quantités de probiotiques par la bouche pour équilibrer le microbiote, et ça marche. Et comme je vous suis, William Bérébi, j'ai vu qu'il y avait une autre étude qui venait d'être publiée sur le vinaigre de cidre. Et alors là, on dit tout et n'importe quoi sur le vinaigre de cidre, notamment sur son effet coupe-faim. Alors bon, déjà c'est une première étude scientifique. Voilà, donc, c'est exactement. Et validée. Donc qu'est-ce qu'elle dit l'étude ? Alors c'est la première étude parce qu'effectivement il y a plein de fake news. Alors il y a des fake news sur le fait que le vinaigre c'est bon pour les gens qui ont du reflux gastro-œsophagien. Alors ça c'est une absurdité puisque le reflux c'est une maladie de l'acide. Donc on rajoute pas de l'acide à l'acide. L'acide acétique, si vous voulez, dans le vinaigre de cidre de pomme, il y a de l'acide acétique. Et l'acide acétique, il a un effet coupe-faim. Et donc, dans cette étude, ils ont suivi des patients. C'était donc une cuillère à café tous les matins à jeun et pas dilué. Dans un verre. Si. Dilué dans un verre d'eau tempérée. Si on peut pas, alors c'est le matin, donc prendre une salade, pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas énormément de gens qui prennent une salade le matin au réveil. Et donc, ils ont observé, au bout, donc il y avait une population qui était suivie de 4 à 12 semaines, et ils ont observé donc que les patients maigrissaient, diminuaient leur tour de taille et diminuaient leur masse grasse. Donc c'est la première étude, si vous voulez, qui vient d'être publiée, très bien faite, avec un nombre de patients significatif et avec placebo. Et donc du coup, on peut dire aujourd'hui que le vinaigre de cidre, pour perdre du poids, c'est intéressant, à raison d'une cuillère à café le matin à jeun. Alors dans un verre sur combien de temps Dans l'étude, c'était 4 à 12 semaines. Mais c'est une question qui m'est posée sur les réseaux. Mais quand ça marche, si vous voyez que vous le faites-le. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Si vous voyez que vous perdez du poids, alors évidemment, il faut aussi avoir une alimentation équilibrée, avec, bien entendu. Vous pouvez le continuer. Il n'y a pas de limitation de durée, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans cette étude, ils sont aperçus que l'acide acétique donc, avait un effet coupe-faim, et que, d'autre part, le vinaigre, qui contient des bonnes bactéries, vinaigre de cidre, donc dedans, vous avez des probiotiques, et ces probiotiques participaient à réguler et à améliorer le microbiote intestinal des patients. Or, on sait que les patients qui sont en surpoids ou en obésité ont une dysbiose intestinale, et donc en équilibrant le microbiote, et donc c'est le deuxième mécanisme d'action avec l'effet coupe-faim, on améliorait le stockage des graisses et la régulation du poids. Peut-être qu'il faut juste faire attention à l'émail des dents. Voilà, alors... Non mais je suis très sérieux à ça, attention. Absolument. Soit vous n'êtes pas réfractaire au goût et vous faites cul sec. En ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc ça reste pas dans la bouche, voilà. Il n'y a pas de... Il ne faut pas faire de gargarisme. Quoi, si vous voulez. Voilà. Donc vous buvez rapidement votre verre, ça ne passe pas par les dents. En revanche, si vous avez une difficulté, une paille, et à ce moment-là, à la paille, vous prenez votre vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau. Parce que c'est plutôt abrasif pour les dents. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le garder en bouche.
On parlait de la diarrhée tout à l'heure. Quels sont les aliments qu'on évite en cas de diarrhée et quels sont les éléments à privilégier? Ma grand-mère, elle donnait de l'eau de riz. Est-ce que ça, c'est une fake news ou est-ce que c'est une vraie news? Ça, c'est vrai. Ouais. Le riz est riche en amidon et l'amidon, il va stopper la diarrhée en agissant notamment sur le péristatisme intestinal, et il a un effet également un petit peu d'adsorbant, c'est-à-dire il va absorber de l'eau. Donc ce qu'on évite, on va éviter évidemment l'alcool, on va éviter le café, on vient d'en parler, on va éviter les crudités, les légumes cuits aussi au début, et puis on va éviter les laitages, même si on n'est pas intolérant au lactose, parce que ça peut un peu accélérer le lait si on est intolérant au lactose. Et puis, on va aller vers le riz, en effet. On peut aller vers la banane. Et donc, on peut aller vers un poisson blanc sans matière grasse. Et la pomme de terre. Voilà. Pomme de terre, riz, poisson blanc ou viande blanche. Et puis en dessert, de la banane. Et l'eau de riz, on peut le récupérer, effectivement, la boire. Si c'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Carottes? Carottes, on peut. Carottes cuites. Ouais, carottes cuites. On élimine les crudités. Donc c'est carottes Vichy, enfin voilà. Voilà, exactement. Ouais. Et puis ça passe, puisqu'une gastroentérite virale, elle va durer 2-3 jours. Donc c'est pas une durée de temps très longue. Donc patates sous forme de pommes de terre ou de purée de pommes de terre. Mais ça, c'est pour histoire de retrouver du poil de la bête. C'est ça. Pour ceux qui vont partir en vacances dans quelques temps, vous avez dit tout à l'heure que la tourista, ça pouvait s'éviter. Finalement, à quoi on doit faire attention et quel est le plus grand risque finalement d'attraper une tourista? Alors en effet, si vous voulez, plus on va aller dans un pays peu entre guillemets développé, plus vous avez un réseau d'eau qui est potentiellement contaminé par des microbes. Donc évidemment, l'eau du robinet, on la consomme pas. Il y a des régions, parfois, où on vous donne aussi, même dans les hôtels, de l'eau en bouteille pour se brosser les dents. On a tous connu ça. Ensuite, donc faut aller vers des boissons encapsulées. Donc c'est-à-dire que là, on va aller vers des sodas, on va aller vers de la limonade, des choses comme ça, ou des bouteilles tout simplement. D'accord, mais le plus grand risque, ça veut dire que c'est l'eau. C'est l'eau. C'est ce qu'on boit. C'est ça que vous voulez dire. C'est ce qu'on boit ou ce qu'on utilise pour nettoyer des légumes ou des fruits. Donc, si vous prenez de l'eau en direct, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des boissons encapsulées. Si l'eau est utilisée et elle l'est pour nettoyer des crudités, vous pouvez être contaminé par des crudités. Si elle l'est pour rincer des fruits qui n'ont pas qui sont pas pelés, qu'on n'épelle pas, eh bien vous pouvez être contaminé aussi. D'accord ? Donc si vous êtes à un endroit où on rince un melon ou on rince une pastèque coupée et qu'on la met comme ça à consommer, vous pouvez évidemment être contaminé. Donc on va aller vers des fruits fermés, type banane par exemple, type noix de coco. Là, on risque rien. Voilà les mesures qu'il faut prendre. Après, quand on va à table, d'une façon générale, on va se laver les mains. Donc, si on a la solution alcoolique, on l'utilise. Sinon, eau et savon. Il faut éviter aussi, d'une manière générale, les fruits de mer. Les fruits de mer, ils peuvent, vous savez, ça fixe les microbes plus facilement. Donc, on s'en méfie. Et puis, on évite, vous savez, tous ces plats qui mijotent pendant des heures, etc. Parce que si vous prenez une grillade, par exemple, voilà, je veux une grillade, on vous fait votre grillade devant vous, etc. Très bien. Mais si c'est un plat mijoté qui reste des heures et des heures, le soir, il ne va pas rester à mijoter, il va refroidir. Et il va être réchauffé parfois le lendemain. Donc, la séquence chaud-froid, c'est parce que quand c'est chaud, la bactérie, le microbe, elle ne va pas aller dedans. Par contre, quand ça se refroidit, il suffit qu'il y ait par les mains de quelqu'un dans le plat, et puis là, ça peut être un mode de contamination aussi. Donc, il vaut mieux consommer des aliments qu'on cuit devant vous, idéalement. Docteur William Berby, vous avez bonne mine, d'où venez-vous ? D'un pays que vous connaissez. Alors, vous venez d'Indonésie. Pourquoi je vous pose la question ? Est-ce que vous avez été malade en Indonésie ? Alors non, Philippe, je n'ai pas été malade. Alors c'est vrai que cette partie du monde, on est moins malade. D'accord. Et pourtant, l'hygiène, c'est quand même peut laisser à désirer parfois.
Surtout dans les petits boui-boui où vous allez manger. Voilà. Dans les varungs. Oui, dans les varungs, où ils font la vaisselle dans des bassines. Est-ce que vous savez pourquoi ? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Alors, je n'étais jamais malade en Indonésie. Je ne connais pas l'Indonésie comme vous, donc j'ai pas étudié le sujet. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui expliquerait finalement, avec des conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées, des chaînes du froid qui ne sont pas forcément respectées, qu'on soit moins malade ? J'ai pas d'explication, puisque, alors moi, je vous disais tout à l'heure, j'avais des bouteilles dans certaines partie, de l'eau en bouteille pour brosser les dents, donc c'est que l'eau était quand même suspicieuse. J'avais fait mon protocole que vous connaissez avec de l'ultralevure, le protocole voyage, que je prends à chaque fois que je parle. Alors, à expliquer à tout le monde. Alors, l'ultralevure, c'est un probiotique Saccharomyces boulardii. Et donc, une étude a montré que, même plusieurs, que lorsqu'on prenait de l'ultralevure 5 jours avant de partir et tous les jours pendant le voyage, on diminuait le risque de tourista. Et donc, j'ai appliqué ce protocole que je fais à chaque fois. Ouais. Mais vous n'avez pas été malade. J'ai pas été malade du tout. Mais alors du tout. On mange des fruits, on mange des légumes. Enfin, il y a quand même. Absolument. J'ai mangé du melon, de la pastèque, etc. Et il ne s'est rien passé. Ouais. Mais j'étudierai le sujet. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des régions du monde qui sont plus propices à ce qu'on ait la tourista ou pas ? Il faudrait voir. Moi, je veux dire, Punta Cana, l'Égypte, tout ça, tout le monde est malade. C'est vrai. Donc, il y a peut-être un. Alors, il peut y avoir. Il faudrait étudier les réseaux d'eau. Faut regarder dans les datas au niveau des réseaux d'eau si les réseaux d'eau indonésiens sont plutôt meilleurs qu'en Égypte ou qu'en République dominicaine. Je suis pas sûr. C'est une bonne question. Bon. On va justement se pencher sur la question. On va investiguer. Le docteur William Bérébi, vous réécouterez l'émission sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube, en podcast sur beurrefm.net, et puis vous pouvez avant les vacances lire Mission ventre plat chez Marabout et Médecine microbiotique qui vient de sortir en poche, et me rejoindre sur mon réseau Instagram puisqu'il y a 62 000 abonnés, et donc 62 000 oui. Et donc me rejoindre sur DR William Bérébi où vous avez plein d'informations. Un influenceur santé maintenant, William Bérébi sur Beurre FM. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.